Bonjour, bonjour et bienvenue sur YouTube Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire de sport. Ici Stanislas Frontiel, enseignant-chercheur à l'Université d'Artois. Aujourd'hui, je reçois Daniel Olivier pour sa biographie consacrée à Jean Vincent. On va se plonger ensemble dans le football des années 50 à 80 et je crois que ça va être passionnant. Alors, merci de vous abonner. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux, presque 3000 abonnés. Vraiment, je vous encourage. Merci beaucoup pour ce soutien. Ça permet de chatouiller les algorithmes. Alors, vraiment, vraiment merci. Alors, je suis très content de vous recevoir. Bonjour, Monsieur Olivier. Enchanté, merci Stanislas pour cette entrevue qui va me Ah, permettre de parler d'un livre qui m'a beaucoup enthousiasmé à écrire, pour ne rien vous cacher, voilà. Jean Vincent, la passion du Jean-Vincent, football. la passion du football. Alors, vraiment, merci d'avoir accepté aussi cette invitation. Je suis très, très content. Alors, est-ce que pour démarrer, alors juste, je vais rapidement quand même parce qu'il y a les plus jeunes ne connaissent pas Jean-Vincent, donc je vais juste très rapidement rappeler une partie de son palmarès. Donc déjà, c'est un joueur qui est né dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, qui a été alors en équipe de France de 1953 à 1961, mais surtout équipe de France senior, hein, mais surtout qui a été 4 fois champion de France, 2 fois vice-champion de France en tant que joueur, 3 coupes de France en tant que joueur, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en tant qu'entraîneur, 2 fois champion de France et une Coupe de France. Donc un palmarès très très bien garni. Alors voilà, on va en parler. Alors peut-être pour démarrer, si vous pouviez vous présenter rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors moi je suis sociologue de formation. J'interviens dans l'univers du management et dans les entreprises et les administrations, mais aussi dans les fédérations sportives. Et notamment, je suis intervenu pendant 24 ans au sein de la DTN, de la Fédération française de football, sur la formation des entraîneurs professionnels. Donc, depuis de nombreuses années, je suis passionné par tout ce qui tourne, tout ce qui concerne évidemment la formation, mais aussi ce métier d'entraîneur professionnel de football qui est quand même très, très particulier. Quand on voit le turnover chaque année, c'est un univers qui est complexe. Pourquoi? Parce que le football en lui-même l'est aussi. Hein. Donc voilà, ça me rattache au football. Et aujourd'hui, de manière euh, plus euh, plus personnelle, bah, j'écris des ouvrages et puis je suis président d'une association qui est un petit média de supporters du FC Nantes puisque c'est mon club fétiche. Voilà. C'est votre club fétiche, d'accord? Alors c'est l'association La Maison Jaune, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, la Maison Jaune. D'accord. Alors pourquoi Et maintenant une nous bio? sommes une quinzaine de passionnés à écrire sur l'histoire, mais à s'interroger aussi sur les évolutions du football. D'accord, d'accord, d'accord. Alors justement, écrire sur l'histoire. Alors pourquoi cette biographie consacrée à Jean Vincent? Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à passer autant de temps à étudier son histoire? Alors, Jean-Vincent, en fait, ce qui m'a amené à m'intéresser plus particulièrement à écrire son histoire, c'est un peu le fruit du hasard, comme beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. En fait, préalablement, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle L'alchimie du jeu à la nantaise, qui présentait en fait les méthodes de travail de 4 entraîneurs, des 4 entraîneurs emblématiques du FC Nantes, à savoir José Ribas, Jean Vincent, Jean-Claude Thieudeau et Reynald Denouex. Et il se trouve que Jean Vincent, je le connaissais moins que les autres, donc j'ai pris contact avec son épouse pour pouvoir disposer de ressources, d'avoir des photos, d'entendre
elle-même un certain nombre d'anecdotes qui me permettaient de présenter l'homme, parce que il me semble toujours insuffisant de s'interroger ou de s'intéresser à la dimension professionnelle d'un entraîneur. Donc la dimension humaine, j'avais besoin de l'apercevoir. Et grâce à Jacqueline, ça a été possible. Et pour évoquer une petite anecdote, le jour où je suis venu chez elle, pensant qu'elle allait me montrer quelques photos, elle a sorti deux grandes caisses de documents. Et j'ai découvert que Jean-Vincent, en fait, depuis l'âge de 14 ans, collectait tous les articles qui étaient publiés sur lui, les articles de journaux, et avait gardé des archives qui étaient extraordinaires. Et, bon, Alors, j'étais un peu désemparé. Voilà. quel type d'archives, Vous par êtes gentil, exemple? Jacqueline, mais qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Mhm. Pardon? Quel type d'archives, par Il y exemple, les avait photos? alors il y avait tout son parcours de joueur extraordinaire, hein, puisqu'il a joué à la fois à l'Olympique, au LOSC et puis ensuite au Stade de Reims, donc les deux plus grands clubs de France de l'époque, de l'après-guerre, on va dire. Et puis après aussi des notes personnelles concernant son parcours d'entraîneur. Enfin donc il avait gardé tout ça et donc, je me suis retrouvé avec une manne d'informations. Et c'est à ce moment-là qu'est née l'envie d'écrire ce livre, parce que je me suis dit, je peux pas conserver ça pour moi. Il faut que, voilà, il faut que j'en fasse quelque chose. Hein. Et j'avais pas ce projet d'écrire une biographie, parce que c'est pas tellement dans mon registre, mais ce livre et c'est imposé à moi. Voilà. Mhm. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que, si j'ai bien compris, Jacqueline Vincent vous a confié les archives de son mari. Hein. Donc, Oui. Jean nous a quittés en 2013. Donc, il est né en 1930. Il avait démarré à l'US Auchel, hein, qui était un très bon club formateur, hein, lié aux mines. Tout ça, vous Oui. l'expliquez bien dans votre ouvrage. Alors, je voudrais aussi dire à toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent, c'est que, il y a un index. Et moi, je suis très sensible aux index. Il y a un index à la fin de votre travail. Il y a à peu près 400 noms de footballeurs de l'époque, français et étrangers. Et c'est vraiment intéressant puisque vous allez retracer en fait sa trajectoire en fait dans ce siècle. Elle me parlait aussi de la Seconde Guerre Mhm. mondiale, de l'impact. Et alors, comment donc vous avez récupéré les archives, c'est ça? Vous avez travaillé chez vous, vous avez fait des entretiens complémentaires? Exactement, oui. Euh, Écoutez, je suis parti des archives et après j'ai recensé à partir de là quels étaient les éléments qu'il m'était nécessaire d'éclairer. Je voulais aussi, bien évidemment, donner la possibilité à tous les acteurs de m'apporter leur éclairage, enfin tous les acteurs, tous ceux que j'étais en mesure de retrouver, parce que pour rien vous cacher, si on évoque les difficultés, c'est que retracer et retrouver des personnes capables, en tant que joueurs, de parler de la période du Stade de Reims ou du LOSC des années 50, c'est devenu extrêmement compliqué. Et j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'avoir alors mon préfacier Bernard Yegel qui a joué au Stade de Reims et qui a donc été un partenaire avant d'être un ami de Jean-Vincent, et puis aussi Christian Lagon qui a joué au LOSC dans les années 50. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, j'ai pris contact avec de nombreux joueurs. Alors à Nantes, c'était beaucoup plus simple parce que je les avais, pour beaucoup d'entre eux, je les avais sur place et je les connaissais préalablement. Pour d'autres, j'ai pris contact avec eux. Roger Milla a été le plus difficile à tracer parce que Roger est une référence, mais en même temps, il est au Cameroun. Il a des obligations professionnelles assez nombreuses puisqu'il est ambassadeur de son pays. Et ça a été un échange formidable. Et à chaque fois, j'ai retrouvé la même envie de témoigner. Pourquoi? Parce que je pense que au-delà du joueur et de l'entraîneur extraordinaire qu'il a été, la personnalité de Jean-Vincent a été très marquante. C'est une personne qui est à la fois par sa gentillesse, par son altruisme aussi, très fidèle en amitié, a laissé
un souvenir impérissable, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est super intéressant. Alors moi, ça me touche d'autant plus que j'ai passé mon enfance à Saint-Brévin-l'Océan, où il a monté les stages Jean-Vincent de manière bénévole à la fin de sa carrière. Mais carrière, alors entre les deux, il y a sa carrière d'entraîneur, hein, une dizaine de clubs, et surtout des sélections. Vous citez Roger Mila, avec qui je vois très bien Roger Mila, puisque j'ai passé mon réveillon 2010-2011 chez lui avec lui. Euh, donc je vois bien voilà, que la difficulté que c'est de le toucher. Mais ce qu'il y a, c'est que, alors, Coupe du Monde 82 où le Cameroun finit invaincu, ce qu'il y a, c'est que il a aussi été le sélectionneur de la Tunisie. Oui. Il a formé aussi à Casablanca. Euh, voilà, donc il a une très longue carrière en fait dans le football. Il a un impact sur le football. Il est peut-être moins connu ou reconnu qu'un Juste Fontaine, qu'un Piantoni ou plutôt qu'un Kopa, en fait, tout simplement, avec qui il a joué. Mais c'est quelqu'un donc, qui méritait finalement d'être aussi sur le devant de la scène. Est-ce que lui, pendant sa carrière, c'était quelqu'un qui se mettait en avant ou pas, qui avait je sais pas, en termes d'entraînement aussi, de conviction forte sur certains principes de jeu? Alors, vous faites bien de rappeler que ça a été un joueur extraordinaire. Il a été considéré comme le meilleur ailier gauche de son époque, du continent européen, en tous les cas, dans les années 50. Euh, pour répondre à votre question, je pense que non, c'était quelqu'un de très humble, alors à la fois très jovial, qui avait beaucoup d'humour, qui avait un charisme incroyable, mais qui, dans l'exercice de son métier, je pense en tant que à la fois footballeur et à la fois entraîneur, ne souhaitait pas ne souhaitait pas se mettre en évidence, hein, en première ligne en tous les cas. Ce qui n'était pas le cas des autres joueurs que vous citez, c'est-à-dire on sait que Raymond Kopa était très attentif à l'image qu'il renvoyait, cultivait cela, il a fait du business. Donc on voit bien que derrière, il a su rentabiliser son image. Ça n'a jamais été le cas de Jean-Vincent. Jean-Vincent n'a jamais fait la moindre publicité. Mhm. Il n'a jamais attenté le moindre procès dans ce métier, alors que ça commençait déjà à se faire quand il y avait des ruptures de contrat. Il n'a jamais été au prud'homme, et même lorsque il y avait de bonnes raisons pour qu'il le fasse. Ça, c'était pas du tout son registre. Il passait à autre chose. C'était quelqu'un d'extrêmement positif. Mais pour lui, alors, sa vision d'entraîneur, en tous les cas, c'était de dire que il n'y a pas de grand entraîneur, il y a que des grands joueurs. Et Mhm. que finalement, le rôle de l'entraîneur, c'est simplement de permettre aux joueurs de s'exprimer, quoi. Hein. Donc, il se mettait toujours en arrière de son équipe. Et quand il a été joueur, il y a eu très très peu. Enfin, il a jamais sollicité le fait d'avoir des articles. Par contre, quelqu'un de très attentif à la justice. Mhm. Euh, il a été formé dans sa jeunesse des choses qui l'ont profondément marqué. En l'occurrence, vous parliez de sa naissance dans le Pas-de-Calais, à la Beuvrière. Son grand-père était maire de la ville. Et donc lui, il a connu, puisque né en 1930, la Deuxième Guerre mondiale. Son village, c'est une petite ville de 2000 habitants, a été occupé par les Allemands, hein, et son grand-père s'est retrouvé en prison en tant que représentant finalement de l'autorité publique, hein, puisque les Allemands avaient une méthode qui était classique, c'était que lorsqu'il y avait des faits de résistance et il y avait des sabotages assez fréquents, évidemment, dans le Pas-de-Calais, hein, qui est quand même un haut lieu de la résistance, eh bien, les Allemands voulaient des otages. Et donc, lui, on demandait à son grand-père une liste qu'il a refusé de donner. Il a mis un seul nom, ça a été le sien. Et donc, Jean a été marqué par ça, c'est-à-dire le fait que la vie est parfois injuste, parce que son grand-père n'avait absolument rien fait. Hein. Euh, Son grand-père, d'ailleurs, qui a été certainement quelqu'un qui l'a beaucoup marqué aussi, parce que c'était quelqu'un d'engagé de manière politique, mais en même temps, s'est donné pendant 22 ans à sa commune en tant qu'élu.
Donc tout ça, c'est cette générosité, cette manière d'être avec les autres, aussi le fait qu'à un moment donné, il doit y avoir de la justice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses quand elles ne sont pas acceptables, l'a amené à se révolter dans son milieu, ce qui était assez rare. Je cite quelques anecdotes de situations très très concrètes où même par rapport à la Fédération française de football, il a fait jurisprudence puisqu'à un moment donné, ne pouvant être remboursé de certains frais lors d'un déplacement professionnel et donc footballistique, puisqu'il avait joué contre l'Angleterre à Wembley avec l'équipe de France amateur. L'équipe de France, enfin les amateurs, on était encore dans l'illusion que ou l'hypocrisie, j'allais dire, qu'ils ne devaient être défrayés d'aucun frais, sauf leurs frais de déplacement, alors que lui avait perdu 4 à 5 jours de travail qui ne lui étaient pas remboursés par les houillères qui étaient son employeur, puisqu'à l'époque, il était aide géomètre à Auchel, aux mines d'Auchel. Et donc ça, il s'est révolté et il a obtenu gain de cause parce qu'il y a mis énormément d'énergie. Voilà. Et ça, c'est tout le personnage. C'est-à-dire quelqu'un à un moment donné qui, à la fois, ne recherche pas la lumière, mais qui ne supporte pas l'injustice, quoi. Alors, ce que vous racontez là, c'est est vraiment passionnant et je l'ai découvert aussi hein, dans votre ouvrage, hein, Jean-Vincent, La passion du football. Euh, Vous parlez aussi hein, pendant sa carrière, et moi ça me parle vraiment de ces combats syndicaux à la l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs Oui. professionnels, qui va être créée en 61. En fait, du très fort paternalisme aussi des présidents de clubs euh, et de leur autoritarisme et de ces joueurs qui commencent à se révolter. On l'a bien compris. Avant finalement l'explosion des salaires des années 80, on est avant la starification des joueurs et des entraîneurs, mais mais on voit ces joueurs qui commencent à prendre conscience et qui commencent à s'engager déjà pour améliorer leurs conditions de travail. J'ai beaucoup apprécié, alors on passera au contrat à temps en 1969, c'est la fin du Oui. contrat à vie. J'ai apprécié aussi à la fin de votre travail la présence d'une petite bibliographie, voilà, où il y a quelques historiens qui sont cités. Donc vous vous êtes appuyé aussi sur des ouvrages scientifiques. Moi, vraiment pour finir, j'aimerais simplement vous poser la question suivante. Où est-ce qu'on pourrait se procurer votre ouvrage? Comment on fait si on veut en savoir plus sur Jean-Vincent et lire votre travail? Alors, l'ouvrage a été publié dans une petite maison d'édition qui s'appelle Éric Jamet. Ouais. Euh, et j'ai choisi de travailler avec cet éditeur parce que préalablement, il avait fait un ouvrage enfin, il avait publié un ouvrage d'André Jeunet sur José Arribas. Et ça me paraissait être dans la continuité de faire en sorte que les deux ouvrages puissent être liés. Hein, parce que Jean-Vincent, qui a entraîné le FC Nantes et qui a eu un extraordinaire palmarès dans ce club, en jouant à fond la carte jeunesse, parce que ça, c'était sa marque de fabrique. Hein. Il fait jouer, dès la première saison, il a fait jouer 16 gamins qui avaient moins de 20 ans en laissant quasi sur la touche les deux stars, enfin en tous les cas, les deux joueurs les mieux payés, Robert Gadechat et Triantafylos. Donc ça, c'était un personnage qui, Jean-Vincent, euh, aimait beaucoup, beaucoup les jeunes et appréciait énormément José Arribas. Hein. Il a eu deux mentors, je pense, dans son parcours. D'abord, Albert Batteux, hein, vous évoquiez aussi Auchel comme école de formation et je pense qu'Élie Frouchard, euh, qui a fait après un très beau parcours aussi d'entraîneur, a été pour lui, je dirais, un entraîneur important et son éducateur et son formateur évidemment. Et puis il y a eu José Arribas parce qu'il avait une passion pour ce jeu à la nantaise et c'est pour ça que j'ai voulu les rapprocher d'une certaine manière grâce à cet éditeur qui avait déjà fait le choix et eu le courage de publier cet ouvrage. Et alors, l'éditeur, donc justement, si moi, quelqu'un hein, qui regarde cette vidéo veut se procurer l'ouvrage pour l'offrir à Noël, etc.,
il va sur le site de l'éditeur, il peut l'acheter sur Amazon ou sur les plateformes ou chez son Oui, oui, libraire on peut préféré. l'acheter partout en fait. Vous savez comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, il suffit de cliquer sur le nom Jean-Vincent, la passion du football, ou sur Daniel Olivier, et puis la magie de l'Internet fait que toutes les plateformes évidemment vendent cet ouvrage. Et Éric Jamet aussi a un lien que tout le monde peut voilà peut Ouais, toucher bien sûr. Alors sans la vraiment, moindre merci. difficulté. Ouais, bah c'est Voilà. super, merci. Juste pour finir, alors moi j'ai écrit un livre sur l'histoire des footballeurs professionnels algériens des années 30 à nos jours, le football des immigrés France-Algérie, l'histoire en partage, issu du remaniement approfondi de ma thèse de doctorat. Et évidemment, en fait, j'ai regardé parce que moi aussi j'avais fait un index et Jean-Vincent apparaît à plusieurs reprises. Alors, du fameux match France-Afrique du Nord de 1954, ici on a la sélection nord-africaine à l'image, voilà, avec que des stars, capitaine Larbi Ben Barek et en présence de Mustapha Zitouni de l'AS Monaco. Et puis Jean-Vincent apparaît dans toute l'histoire aussi de ces joueurs, notamment quand on parle évidemment de feu Omar Sanoun à Nantes, qu'il a entraîné, ou de la Coupe du Monde 82, on l'a dit. Mais écoutez, Monsieur Olivier, vraiment, je vous remercie pour cet échange passionnant. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un like, un pouce bleu, ça sera très apprécié. De vous abonner évidemment à la chaîne YouTube Temps de Sport. Un grand merci, Monsieur Olivier. Peut-être pour finir, si vous pouvez nous parler de, voilà, de vos projets, un projet peut-être qui pourrait arriver, voilà, un travail d'écriture peut-être. Alors un travail, oui, que j'avais amorcé puisque j'évoquais le fait que le livre, la biographie de Jean-Vincent s'était imposé à moi et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, mais c'était pas un projet initial. J'en avais un autre sur lequel je suis en train de travailler, qui est celui de travailler sur l'identité dans le football. C'est-à-dire, c'est un mot pivot, l'identité, parce que identité des clubs qui est en train d'évoluer, comme vous l'évoquiez, bon, on va dire que l'industrie du spectacle n'est pas d'hier, mais en tous les cas, ce qui est une évidence, c'est qu'aujourd'hui, à travers le marketing, notamment, les choses évoluent beaucoup. Hein. L'identité nationale, qui est aussi celle des nations dans le football, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. À travers le soft power, on voit bien que il y a sur un plan géopolitique, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. On a toujours fait la promotion des nations à travers le football. Hein. Le football a été instrumentalisé par certaines dictatures notamment, mais il y a eu de la revendication de peuple. Vous parliez de l'Afrique à l'instant, le FLN, hein, Mekloufi a été un porte-drapeau pour son pays, n'existait pas encore exactement. Et donc ça, c'est toute une histoire. Et aujourd'hui, on voit que c'est devenu autre chose parce que le soft power, c'est utiliser le football pour développer l'économie finalement. C'est devenu encore autre chose. Mhm. Et il me semble que l'identité des clubs, on la voit évolue aussi. L'identité d'appartenance, on a aujourd'hui des questionnements aussi sur le rôle des supporters, hein, à travers évidemment des problématiques comme celle de la violence. Et je suis bien placé à Nantes, malheureusement, pour en savoir quelque chose avec des faits récents. Petite pensée pour Maxime à l'instant et donc il y a une nécessité, je pense, de repenser aujourd'hui ce qu'est le football, sa place, euh, si on veut continuer à trouver du plaisir aussi à quelque chose qui a tendance aujourd'hui à se marchandiser, mon sens, de manière extrême. Voilà. Donc Très bien. pour le passionné de football que je suis, il y a des interrogations aujourd'hui et ce livre a pour but je dirais d'ouvrir quelques portes et puis peut-être de nous permettre de mieux comprendre vers quelles évolutions on va. Un grand Merci merci, beaucoup en Monsieur tout cas, Olivier. Au Stanislas, pour plaisir cette d'échanger. mise en valeur. Et au plaisir d'échanger. Je vous dis à bientôt sur YouTube Merci Temps de beaucoup. Sport. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.